Aujourd'hui, je voudrais faire le bilan de l'ère Franck McCourt à l'OM. Vous avez peut-être entendu, il y a une proposition de rachat du club portée par Mourad Boudjelal. Et se pose la question, est-ce que ça vaut le coup de continuer ou de vendre le club? Est-ce que McCourt a été un bon président? Est-ce qu'il y a eu des progrès par rapport à avant, ou vaut mieux passer la main? Bon, c'est un sujet important. Avant de faire le bilan de McCourt, il faudrait se souvenir ce qu'il y a eu avant, c'est-à-dire l'époque Louis Dreyfus et Margareta Louis Dreyfus, qui a duré près de 20 ans. C'est malheureusement une période où il y a eu beaucoup d'inconstances, de problèmes, d'affaires. Dreyfus était carrément dégoûté à cause des affaires où il a été condamné pour diverses raisons. Il y a eu des transferts foireux, il y avait une grosse influence de gens pas très recommandables sur le club, autour du club. Il y avait Anigo qui était un personnage pas très agréable et pas très, qui a pesé beaucoup. Il y avait beaucoup de parasites autour du club. Il y avait une instabilité chronique, c'est-à-dire qu'il y avait les présidents valsaient, les entraîneurs ne duraient pas très longtemps, les joueurs allaient et venaient. À chaque mercato, on refaisait presque l'équipe à chaque fois. On n'a eu qu'une période, on a eu deux finales de l'UEFA en 99 et en 2004. Mais ça a été des coups comme ça. On n'a pas été régulièrement en Ligue des Champions. On n'a pas été constant en haut du tableau. On a eu quelques bons moments, mais il n'y a eu que l'époque de Deschamps où il y a eu des titres. Et on avait surtout l'impression d'un club toxique, un club maudit qui tuait ou rendait fou soit les entraîneurs, soit les joueurs, soit les présidents. Il fallait y aller, il fallait pas craindre d'y aller, quoi. Voilà. Et ça, c'était avant McCourt. Et c'était pas un club attirant, c'est-à-dire que les gens sérieux voulaient pas y aller, quoi. Il y avait que les jeunes footballeurs qui voulaient un tremplin médiatique, ou qui avaient besoin de se faire une carrière, comme quelqu'un comme Ribéry, comme Valbuena, ou alors des joueurs assez moyens qui voyaient dans l'OM un sommet, quoi. Et c'était tout ce qu'on pouvait espérer, quoi. Et c'était ça à l'époque de Dreyfus. Moi, je suis très fan du sport US, comme il organisait, les franchises NBA. Et j'étais très intéressé de voir comment il allait faire, comment il allait organiser le business, comment il allait investir sur les joueurs et la structure qui était autour. Et il s'est équipé d'une équipe avec Hero, Zubizarreta, et puis après dans un premier temps Garcia, qui sont restés assez stables. Garcia qui a fait presque 3 ans avant d'être changé. Zubizarreta vient de partir, on va y voir quelqu'un d'autre, mais ils ont été très stables, et il n'y a pas eu de gros conflits, mis à part à la fin de règne de Garcia, entre les différents membres du club. Ça a été plutôt calme. Il n'y a pas eu de grosses affaires, il n'y a pas eu de plaintes. Ils ont fait un gros effort pour liquider les agents pourris, qui éliminaient tout travail avec eux. Hero a été très clair, il ne laissait personne avec un casier bizarre, avec des liens bizarres, travailler avec l'OM. Certains l'auront voulu d'ailleurs, mais ils ont fait un nettoyage, quoi. Et puis, ils ont réorganisé pas mal de choses, essayer de professionnaliser beaucoup de choses, et notamment aussi un travail sur la formation et le centre de formation et les partenariats avec les clubs autour de Marseille, des clubs amateurs, ce qui avant était totalement impossible, parce que je me souviens, moi, quand j'étais en 2003, 2000-2002, je jouais un petit peu au foot à la Sainte-Marguerite, et le club de l'OM, les clubs de jeunes ne brillaient pas par leur niveau, c'était pas les meilleurs des districts.
Ils n'avaient pas forcément une réputation très emballante. Et ça a commencé à changer. Donc, ils ont cessé d'être ignorés par l'OM. L'OM a signé des partenariats. Et il y a eu une vraie volonté à la fois des pros, d'équipes pro, d'intégrer des jeunes comme Lopez, puis après Camara, puis là il y a 4-5 jeunes qui viennent de signer pro. Et il y a des jeunes éléments talentueux qui en sortent. Et ça a été Zubir Zareta, qui vient du Barça, qui a organisé la Masia, et qui là a fait un travail pour que le travail des jeunes soit mis en avant, quoi. Et on a beaucoup glossé du projet Champions Project. C'est-à-dire que... Mais c'était un projet sportif. Et ils l'ont fait, ils l'ont imaginé, et leur but c'était à la fois de pérenniser le club, c'est-à-dire qu'il soit viable financièrement, qu'il soit régulièrement dans les premières places, et qu'il soit en Champions League régulièrement. Alors, la Champions League, c'est le seul échec qu'il y a eu, qui n'a pas été facile, parce que tous les autres cas, pour les résultats, le club a toujours été dans les 5 premiers, voire dans les 4 premiers, les 5 dernières années. Même dans la dernière année de Garcia, le club était 5e. Pour le reste, malheureusement, la Champions League, c'est seulement cette fois avec Villas-Boas qu'on y a accès. Sur les résultats, qu'est-ce qu'on peut dire? Effectivement, comme je viens de dire, chaque année, en haut du tableau. Il y a eu une saison 2017-2018 qui a été exceptionnelle. C'était la première saison complète de Garcia. Et il y a eu ce formidable parcours en UEFA où on a été jusqu'en finale, qu'on a perdu contre l'Atlético. Mais on a joué contre des super équipes. Et on a battu des super équipes comme Leipzig, comme Salzbourg, qui sont maintenant des tauliers en Ligue des Champions, qui sont régulièrement là, qui sont en 8e de finale, par exemple pour Leipzig, même en quart de finale. Et l'Atlético, qui était avec Griezmann, qui allait être champion du monde et candidat au Ballon d'Or. C'était pas des peintres qu'on a battus, donc le parcours n'était pas immérité, quoi. Et cette saison, si vous vous souvenez bien, on a été 4e, mais on avait 78 points. C'est-à-dire que c'est un niveau de points jamais... à ce niveau-là, habituellement, tu es obligatoirement 2e, voire même champion. Mais là, c'était une année extraordinaire. Il y avait une différence de 20 points entre le 4e et le 5e, entre Marseille et Rennes. Mais il y avait 3 équipes devant, qui étaient Paris Saint-Germain, qui était une machine de guerre, et Monaco, qui venait juste d'être champion l'année d'avant, avec Mbappé, qui était encore une tuerie, qui était encore très loin en Ligue des Champions. T'avais Lyon, qui était très costaud aussi, qui nous ont dépassé d'1 point. Ça n'a été pas de chance qu'on a raté la Ligue des Champions cette année-là, mais c'était vraiment un coup du sort. Il y a eu peut-être des histoires d'arbitrage, des pénaltys non sifflés, ou des enfumages face à Lyon, je crois, qui ont fait que malheureusement on n'a pas été qualifié. Mais sans ça, le Champions Project qui avait projeté McCourt était atteignable. Mais justement, que dire? La saison d'après, il y a eu un problème avec Garcia. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été ce grand succès, ça a provoqué quelques erreurs, à la fois des bonnes choses et des mauvaises choses. Les bonnes choses, c'est que l'OM a eu de la crédibilité, c'est-à-dire de la stabilité, des performances, un beau jeu, et donc le club est devenu attractif. C'est-à-dire qu'on a été capable d'intéresser des joueurs à droite à gauche, mais le point noir, c'est qu'il y a eu 2 erreurs. C'est-à-dire qu'ils ont renouvelé le contrat de Rudy Garcia pour plus long terme, alors que c'était peut-être trop tôt pour le renouveler, et ils l'ont augmenté. Ils lui ont donné plus de pouvoir sur les recrutements, et là, il y a eu quelques erreurs. C'est-à-dire qu'il y a eu des recrutements très chers. Kaletassar, qui sortait d'une Coupe du Monde, Radonjic, avec la Serbie, qui était encore très jeune et pas encore
confirmé. Et puis il y a eu Strootman, qui était confirmé, mais qui était dans une mauvaise passe. Et lui a été payé beaucoup trop cher. Il a été acheté trop cher. Et malheureusement, ces investissements, ils ont mal tourné au début. C'est-à-dire que la première année, ces trois-là, ils ont été terribles, quoi. Ils ne se sont pas adaptés, bien que la saison dernière, avec Villas-Boas, ils ont été très bons. Radonjic a surpris tout le monde, Keltassar devient taulier, mais Strootman est encore un poids mort, malheureusement. Et malheureusement, ce recrutement coûte cher. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut pas les revendre il pèse sur les comptes. Ce mercato pèse encore sur les comptes, sur le déficit qu'on a actuellement. Et on n'a pas vraiment de vente de joueurs qui permettrait de résorber ça. C'est-à-dire qu'il faudrait 2 ventes à la Zambo Anguissa à 40 ou 50 000 euros pour résoudre ça et recruter des gens pour remplacer. Et ça, c'est un peu difficile. Et on paye cette année-là, ce mercato. Mais on a terminé la saison avec Garcia, et même la saison de Garcia qui n'était pas terrible, on a fini 5e, mais on n'était pas en UEFA. Mais on a fini 5e quand même. Et après, le club a fait une belle chose, c'est-à-dire ils ont pu retrouver Villas-Boas, qui était un coup de maître d'attirer ce mec-là, et qui prouve une chose, c'est-à-dire qu'un bon entraîneur va te faire fructifier même un effectif moyen. Vous vous souvenez peut-être de Bielsa, quand il est venu, il avait des mecs comme Gignac qui n'étaient pas en forme du tout. T'avais des mecs comme Brice Djadjidji, Morel. T'avais des mecs comme Thauvin qui était un peu à la ramasse. T'avais Payet qui a explosé avec lui. T'avais Alexandrini, bon ça s'est mal passé avec lui. Mais il y avait beaucoup de joueurs qui ont explosé sous Bielsa. Et après, il y avait Lemina, il y avait ce mec qui a disparu aussi, comment il s'appelait, j'ai oublié le nom, milieu de terrain. Et on les a revendus très cher parce qu'ils ont explosé. Et après, ils ont disparu. Djadjidji, il a disparu, Lemina, il a disparu, etc., etc. Mais un bon entraîneur, ça fortifie et ça démultiplie la valeur de l'effectif. Et c'est ce qui va se passer là, c'est que l'effectif vaut beaucoup mieux que l'année dernière. Mais malheureusement, on a quelques petits problèmes maintenant. L'un, alors effectivement, c'est que il y a le fair play financier qui nous met un peu dans la merde, qui est une grosse injustice. Et le deuxième problème, c'est effectivement cette crise du Covid qui a posé des gros problèmes sur les droits télé, sur les comptes des clubs partout, qui va peut-être mettre fin à une espèce comment on appelle ça, de spéculation, de bulle spéculative qu'il y avait depuis plusieurs années, qui faisait qu'on voyait des transferts mais hallucinants, genre Martial à 100 millions d'euros, je veux dire Zambo Anguissa qui était vendu à 40 millions d'euros, mais c'est délirant quoi. Et maintenant les transferts vont être plus raisonnables sans doute. Ce qui pourrait avantager l'OM maintenant d'avoir des transferts des prix plus abordables, mais maintenant on a un problème, c'est que pour l'instant on ne pourra pas faire de grosses ventes, malheureusement. Donc là on est un peu coincé et il y a peut-être un problème pour aller plus loin. Et ça peut être un problème pour la suite. Et malheureusement, il y a la concurrence déloyale du PSG qui a des fonds totalement démesurés et qui fausse le championnat. C'est-à-dire que si on n'avait pas le PSG avec des moyens comme ça, on serait une équipe qui serait capable de jouer le titre chaque année. Mais c'est pas le cas. Alors, moi, sur le bilan que je fais de ma courte, moi je le trouve bon. Il y a eu des impondérables, il y a eu des erreurs. Mais globalement, le club a été bien géré. Ils ont fait venir des joueurs comme ça qu'on ne connaissait pas, comme Gustavo, comme Rongier, comme Sanson, et qui ont fait, comme Sakai, par exemple, que personne pensait que ce serait une bonne affaire. Et on a été compétitif. On a eu des bonnes périodes.
il y a eu la fin de période Garcia qui était difficile parce que il s'est un petit peu, il a créé une espèce d'atmosphère toxique autour du club et à l'intérieur du club, il s'est fait un petit peu détester par les joueurs et par les médias et par beaucoup de monde et les supporters, et donc ça s'est mal fini. Mais avant cela, c'était plutôt bon, hein. Il y avait du bon jeu et c'était offensif. Il y avait des matchs qui se sont terminés avec des 5-1 à Lille, des 3-0. Enfin, c'était une belle équipe. Et je pense que ça n'a rien de comparable avec l'époque de Louis Dreyfus, quoi. En 3-4 ans, ils ont fait de très gros progrès. Et ils ont créé un environnement sain autour du club. Parce que pendant 20 ans, Louis Dreyfus n'a pas réussi. Il voulait faire le Bayern du Sud. Le Bayern du Sud, vous imaginez à quel point on en est loin. Enfin, on était loin à l'époque, avant que McCourt. Et là, on est dans un modèle de club qui est plutôt intéressant. Et là, tu peux faire venir des gens comme Villas-Boas, des techniciens qui savent, qui sont prêts à venir parce que il y a un outil de travail intéressant. Et si par ailleurs, si Bielsa était venu maintenant, il ne serait pas parti au bout d'un an. Parce que c'est pas la même équipe, c'est pas la même façon de travailler. Et il serait resté parce qu'il n'aurait pas eu les problèmes qu'il y avait avec la Brune. On essayait de les fourrer n'importe quoi comme joueur. Il y avait des agents qui proposaient n'importe quoi, comme Doria, c'était un délire total. Les techniciens, moi je suis metteur en scène et j'ai travaillé dans un théâtre. Je sais ce que c'est par exemple un environnement toxique. C'est un endroit où on n'a pas envie de travailler, on n'a pas envie d'aller, et les gens partent, il y a un turnover. Et quand il y a un environnement sain, eh ben, on a un outil de travail intéressant, professionnel, et ben tout le monde a envie de venir ici. Et là, le club de Marseille est dans cette position où on est plus stable, on a un environnement plus compétitif, plus raisonnable, et donc là on peut faire venir des bons techniciens. Il y a Villas-Boas, mais après on peut faire venir d'autres gens, même des gens comme français qui sont bons, comme Laurent Blanc, qui ne serait pas venu à Marseille il y a 5 ans, parce qu'il connaît ce qui s'est passé en 98, en 99, quand il est parti. Ça ne s'est pas bien passé pour lui. Voilà. Et on peut voir des techniciens internationaux venir, des bons. Par exemple, il y avait la Brune qui voulait faire venir Jürgen Klopp. Et il a dit, mais vous délirez, qu'est-ce que je vais faire à Marseille ? Parce qu'il savait qu'il mettrait les pieds dans un guépier, dans une situation épouvantable. Donc, le club maintenant est dans des bonnes bases. Et alors, est-ce qu'il faut le vendre maintenant ? Est-ce qu'il faut le vendre à un mec inconnu, qui promet des sommes considérables ? Il y a Mourad Boudjelal, qui est un président qui a fait ses preuves dans le rugby. Bon, le football a des différences, mais pas tellement, je veux dire. C'est pas fondamental, quoi, les différences. Il connaît le milieu, il connaît le métier, il connaît la France, il connaît le business, il est un très bon entrepreneur, il a du caractère. Bon, ok. La question c'est quel projet sportif va être derrière ? Qui vient et quel genre de fonds viennent ? Bon, on parle d'un homme d'affaires franco-tunisien avec des fonds dont on parle de 700 millions d'euros. Moi, j'y crois pas trop. Comme ça, surtout les fortunes colossales comme ça qui viennent dans le football, c'est suspect presque. Des tels montants, c'est un peu énorme. On parle de fonds saoudiens. Alors, pourquoi des mecs comme les Saoudiens ou les Qatariens investissent dans le football ? C'est du soft power, c'est-à-dire que c'est de la pub, c'est s'acheter de l'influence, c'est s'acheter une bonne conscience. Avec l'écologie, c'est par exemple, il y a des compagnies qui font du greenwashing. C'est-à-dire que Rhône Poulain, par exemple, et Alpha Aquitaine, ils s'achetaient des compagnies comme Ushuaïa, des compagnies pour se blanchir un petit peu des saletés qu'ils ont fait avant. Les Saoudiens, c'est pas forcément un cadeau, parce qu'il y a Malaga, qui avait été racheté par des Saoudiens,
qui a acheté plein de joueurs d'un coup, et après, au bout de 2 ans, les Saoudiens se sont dit, ouais, non, mais j'ai plus envie, et ils ont lâché le club. Donc, tu as des cas comme Manchester City, mais ça peut tourner comme Malaga. Et puis, il faut voir si l'homme d'affaires en question il est sérieux. Il y a eu, vous savez, les affaires de Jacques Cachecar, c'était dans les années 2010, un truc comme ça, qui voulait acheter le truc. Il y avait Khalifa Airways. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2001-2003, il y avait un sponsor maillot de Khalifa Airways. C'est un homme d'affaires tunisien qui avait fait fortune dans une compagnie aérienne. Et malheureusement, 2 ans plus tard, cette compagnie a fait faillite et le Khalifa en question, il a été ruiné. Et le contrat de sponsoring s'est arrêté. Est-ce que c'est un mec comme ça qu'on va faire venir? Après, quand on dit qu'on va mettre 700 millions, ça fait rêver les supporters, mais on peut mettre plein d'argent et ça sert à rien. Ça marche pas comme ça, c'est pas à mettre des grosses sommes d'un coup que ça va faire fonctionner. Chelsea, Abramovich, il a mis presque 10 ans et 1 milliard d'euros pour arriver jusqu'à la Champions League, pour la gagner. Il a fait les championnats, mais c'est comme les Parisiens. Ils ont maintenant une machine de guerre, mais ça s'est pas fait tout seul. Ça s'est fait par d'abord Pastore, des mecs comme ça qui étaient assez costauds, mais qui a coûté 40 millions. Après, ils ont fait venir des mecs suivants comme il y avait Gamero, il y avait plein de joueurs français. Puis après, ils ont fait venir Ibrahimovic, Thiago Silva, Verratti. Là, tu avais des superstars qui ont monté plus haut. Puis après, il y a eu Cavani, il y a eu Lavezzi, il y a eu Thiago Motta, Bruno Alves, puis d'autres qui sont arrivés. Tu as eu après Cavani, tu as eu Di Maria. Après, ils ont réussi à faire venir Neymar, ils ont fait Mbappé, et maintenant, ils ont une équipe de tueurs. Mais ils ont eu aussi des entraîneurs, Ancelotti, Laurent Blanc, après il y a eu Emre, qui n'a pas été un bon réussite, et puis maintenant Tuchel. Mais c'est des techniciens de balèze, et c'est tout ça. Comme disait, il y avait une anecdote, quand Zlatan il est arrivé, il a dit attendez, si vous me faites porter les sacs, c'est quoi ce délire? Je suis Zlatan, je porte pas mon sac. Et il a fait faire changer l'exigence du club par rapport à tous les détails. C'est la culture du club. La culture du club, ça ne s'achète pas, ça se cultive durant longtemps. Et McCourt et les autres, les Zubizarreta, ils l'ont fait pendant 3-4 ans. Et qu'est-ce qui va se passer quand ils partent? Est-ce que ça va continuer à se développer ou est-ce que ça va être balayé à nouveau et les gens qui arrivent à leur place vont perpétuer ça ou la détruire ou oublier d'en cultiver une nouvelle? Et ça, c'est important, c'est un problème. On ne sait pas ce qui va se passer avec les nouveaux. Est-ce que ça va être sérieux? Je ne sais pas. Une culture de club, ça se développe, ça ne s'achète pas. Alors ça, c'est la bonne question. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour un rachat ou est-ce que vous êtes plutôt d'avis, est-ce que McCourt continue de vendre pas, quitte à ce que ça mette plus de temps à aller plus haut, mais que ce soit plus sûr. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, et puis on en discutera une autre fois. On verra ce qui se passe. Au revoir.